Bienvenue à tous dans cette vidéo où nous allons découvrir Webpack à l'aide du boilerplate qui est offert au sein du cours associé à cette vidéo. Pour démarrer, nous allons créer une toute première interface homme-machine configurée avec tous les outils modernes que souhaiteraient des développeurs en installant, donc en clonant un boilerplate. Si ce n'est pas déjà fait juste avant de faire cela, veuillez installer les extensions pour le linter et le formateur. C'est quelque chose que vous auriez déjà dû faire normalement lors du cours sur les RESTful API. Pour rappel, rapidement, dans VS Code, vous allez dans Extensions, vous pouvez taper ESLint. Vous cliquez sur Install. Ça va vous installer donc l'outil qui va vous permettre de faire respecter des règles de programmation, un style de programmation et qui va vous mettre des erreurs, vous afficher des erreurs dans votre éditeur de code dès qu'il y a des pépins. Et Prettier qui va vous permettre d'appliquer le style de programmation en faisant un clic droit, format ou à l'aide d'un raccourci. Et pour ça, vous cliquez aussi sur Install. Bien, commençons donc par cloner le boilerplate offert dans ce cours. Alors, soit on copie-colle cette URL, soit on copie ici l'URL. Ce boilerplate, il a de la doc, n'hésitez pas à lire si vous voulez vous souvenir comment utiliser correctement ce boilerplate par la suite. Il explique notamment comment cloner l'application. Donc ici, je veux par exemple dans le répertoire IHM créer un nouveau projet. Je peux faire Open in Integrated Terminal, git clone, l'URL, et le nom du projet que je veux créer. Si je ne mets pas de nom, ici, il va créer un répertoire avec JS Basic Boilerplate. Voilà. J'ai maintenant mon nouveau projet qui est bien configuré avec tous les outils dont j'aurai besoin. Dans un premier temps, on va donner un nom à notre projet. Ça, c'est dans package.json, le fichier de configuration. On peut ici appeler ce projet moderne et changer ici le nom de l'auteur. Peu importe. Voilà, comme ça au moins vous montrez que vous prenez en main ce projet. Une chose importante à faire, c'est de ne pas avoir un guide dans le Git. Donc si normalement vous travaillez dans votre repo, si vous avez bien suivi la partie 0 de ce cours, donc vous travaillez dans un repo Git. Ici, vous pouvez ouvrir le répertoire de votre projet et aller effacer la base de données des changements de Git. Ça, c'est un répertoire caché. S'il n'apparaît pas, il faut que vous regardiez au niveau de votre OS comment afficher les éléments cachés. Ici, on voit que moi, dans View, j'ai sélectionné Hidden Items pour afficher les items cachés. Une fois que ça c'est fait, que vous savez, ça vous pouvez aller voir sur le web pour votre version d'OS comment faire. Vous effacez le Git et comme ça, vous n'aurez plus de Git dans le Git qui peut poser beaucoup de soucis. Donc, étape suivante. Le clone étant fait, on va pouvoir installer les dépendances de notre programme. D'abord, il faut entrer dans le répertoire moderne, par exemple en faisant un clic droit Open in Integrated Terminal. Et puis, npm-i permet d'installer toutes les dépendances qui sont comprises dans le fichier package.json. Et donc, on voit ici qu'il y a pas mal d'outils. Il y a Babel pour la transpilation de code nouveau vers du ancien. Il y a la gestion de pouvoir gérer du CSS. Il y a la possibilité de charger directement des assets dans des fichiers HTML. Il y a Webpack, très important. Et puis, il y a Bootstrap qu'on va voir dans une prochaine vidéo pour créer des applications esthétiques. Voilà, ça c'est une bonne base pour avoir un confort au niveau de la programmation. Ça peut prendre quelques minutes pour installer en fonction de la vitesse de votre connexion.
on peut aller voir une chose intéressante. Ici, Node Modules, maintenant, c'est là que sont comprises toutes les dépendances ici qui ont été installées dans Node Modules et les dépendances de nos dépendances. Ça fait un sacré paquet d'infos. Si on va voir, hein, on a dans Node Modules plus de 110 mégas de fichiers, dont plus ou moins 16 000 fichiers. Donc, voilà, ça c'est du code qui vous appartient pas à Node Modules, c'est du code de tiers. C'est énorme, hein, la place que ça prend. C'est pour ça que c'est du code qu'on mettra jamais sur Git. Il nous appartient pas et on l'installe directement à l'aide de npm. Donc, oubliez pas que dans les gitignore de vos web repos et de vos repos, vous devez ignorer Node Modules pour pas faire transférer des milliers de fichiers inutiles vers le cloud. Voilà, c'était une petite parenthèse. Une fois que les dépendances ont été installées, on peut compiler notre application, ce qu'on dit build hein, souvent, et l'exécuter. On va regarder ce que nous offre ce boilerplate. Alors, npm start ou run start, hein, start c'est un raccourci, et on voit que quand on tape npm start, en fait, on va exécuter cette commande. On voit que c'est Webpack en fait qui lance un serveur de développement et donc il va faire plein de choses et puis il va ici exécuter ensuite notre application en ouvrant notre application sur le port 8080. Comment ça se fait? Eh bien, toute application Webpack, si elle est configurée, elle sera faite, sa configuration donc de l'outil Webpack dans le fichier webpackconfig.js. On voit qu'il y a pas mal de choses là-dedans. On va pas regarder en détail, mais principalement, ce qui est intéressant, c'est de savoir que tout le JavaScript qu'on va vouloir écrire, le point d'entrée, c'est source src.index.js. C'est là qu'on va aller mettre notre code JavaScript. Autre chose importante, c'est que le corps de notre application, le template, le squelette de l'HTML quelque part, eh bien, c'est ce fichier-là, c'est index.html, et c'est lui qui contient ce qu'on a vu, hein, là, le replace with your page content. À présent, on va voir comment fonctionne Webpack pour gérer des assets. Des assets, donc c'est tout type de fichiers statiques, images, vidéos, scripts, qui sont utilisés et appelés par nos pages web. Alors ici, on va reprendre l'application de la pizzeria qu'on avait développée de manière classique, juste avec de l'HTML et du CSS. Et on va essayer d'intégrer ça dans notre nouveau boilerplate. Alors, si jamais ce que je vais vous montrer en vidéo ici est vraiment détaillé par écrit dans le site web du cours, hein, ici dans la partie 2, création du squelette d'une IHM, vous avez vraiment toute la description de comment faire ce transfert d'une version old school vers une version moderne. Vous voyez, on a déjà fait cette étape de clone. N'hésitez pas à revenir là-dessus si vous voulez quelques détails supplémentaires. Le lien vers le boilerplate du cours est donné ici. Alors ici, j'ai ouvert une autre fenêtre de VS Code pour avoir accès au code classique HMI, qui est donc le code où on a juste donc l'application index.html ici et un fichier JavaScript qui est intégré via ici un script externe, une balise script, et on utilisait Live Server pour exécuter cette application auparavant. Je vais donc copier ce code et de retour ici à mon boilerplate, c'est ce code-là que je vais utiliser dans index.html. À la différence ici, c'est que, eh bien, on veut plus avoir la librairie pour les animations où les titres font un rebond avec la librairie animate.css. Ça, on veut plus.
le faire ici parce que, comme on a dit, si on avait des dizaines de librairies à gérer dans notre application, ce serait l'enfer de le faire manuellement ici dedans. Voilà, on efface ça. Alors oui, le programme compile pas hein, pour l'instant avec ce nouveau index.html parce qu'on a des assets qui sont pas encore aux bons endroits. Eh bien oui, ici image et sound, il faut que je vienne rajouter ici les fichiers qui sont attendus par notre index.html. Voilà ce que je viens de faire ici. Vous voyez, j'ai rajouté dans ces répertoires les images de l'ancienne la façon old school hein, des assets de l'ancien site. Si je reprends index.html, eh bien, ici, je ne veux plus importer style.css. J'aimerais faire un import à l'aide de Webpack. Et c'est plus à l'aide ici que je vais importer les assets. Ça va être Webpack qui va le faire. Alors, pour les images et tout ça, ben, ça, c'est OK. Mais donc là, ça, la feuille de style, je veux plus l'importer là. Hors de question. Donc là, j'aurai plus de style. Hein. Et donc, comment rajouter le style avec Webpack? Ça va se faire dans index.js. On voit qu'il y a des imports à l'aide du mot-clé import des assets qu'on a besoin. Bootstrap, on verra plus tard, on n'en a pas besoin. Et là, on importe une feuille de style qui s'appelle main.css et pas style.css. Ce qui veut dire que ici, main.css va contenir le CSS qu'on veut appliquer à notre application. Donc, je vais reprendre l'ancien style et puis le mettre là-dedans. Voilà, l'ancien style hein, de classique HMI, il est là, je le copie et je le colle ici. Alors, il y a un petit changement à faire malgré tout, c'est que la balise background, elle doit pas être mise au niveau de l'HTML, mais au niveau du body pour que ça fonctionne bien. Et du coup, là, cette URL, elle contient donc le lien vers ce fichier-ci. Hein. C'est un chemin relatif. On revient à partir de main.css un cran en arrière. Et donc, on rentre ensuite dans le répertoire image pour prendre ce fichier-là. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un background. Ah, j'ai bien sauvé le fichier et on va regarder maintenant si notre application ressemble à quelque chose. Et oui, on a quelque chose, on n'a plus les animations et on a bien la page, ça ressemble, on est quasi au même résultat que précédemment. Pour bien comprendre comment fonctionnent donc les assets à l'aide de Webpack, c'est intéressant d'aller voir nos outils de développeurs. On peut taper sur F12 ou clic droite. Donc quand je suis là, F12 ou clic droit inspecter, ça revient au même. Et donc dans les outils network, là quand je fais un refresh, je vois tous les assets qui ont été chargés. Il y a un bundle. On peut se demander ce qu'est ce bundle. On va le voir juste après quand on va rajouter le JavaScript. Parce que pour l'instant, vous voyez que si on clique à côté, on n'a pas la gestion de nos clics qui se fait. Par contre, ce qu'on a d'intéressant, c'est qu'on a un fichier pour le logo, qui est donc celui-là. On a un pour le background un peu plus loin. Et donc, on voit que le nom de ce fichier-là, en fait, il ne correspond pas du tout au nom qu'on avait précédemment. Donc, si on regarde dans le code de notre footer, c'est là qu'on intègre le logo. Il vient chercher dans Image le fichier JS logo, qui est bien celui qu'on a vu là. Mais lorsque Webpack fait le build, en fait, il va donc changer le chemin vers le fichier. Et donc, il y a toute une optimisation finalement de la gestion de vos fichiers lors du build qui est gérée par Webpack. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre avec Webpack. C'est que
C'est pas parce que vous donnez un nom à votre fichier dans vos sources que ce fichier-là portera le même nom dans le build lors de l'exécution. En résumé, pour gérer des assets, d'abord on utilise import pour importer de manière statique les fichiers. On le fait plus à l'aide de balises script dans l'index.html. On fait ça dans notre JavaScript. Et puis, c'est Webpack qui va remplacer les chemins lors du build. Alors, il nous reste à gérer l'interactivité. Comment est-ce que ce code avant qui était appelé donc dans la version classique, qui était appelé par une balise script, comment est-ce qu'on intègre ce code dans le boilerplate lorsqu'on utilise Webpack? Il suffit d'aller dans index.js de notre nouveau programme et puis de rajouter le code JavaScript. Je sauve. Et si je vais voir l'application, eh bien, on voit que je peux cliquer n'importe où maintenant. Et je démarre bien ou je stoppe bien mon application. Bien, maintenant, on aimerait installer un package. Comment faire ça? On sait très bien que dans le monde de Node.js, si on veut installer un package, on tape npm i ou install et le nom du package. Pour l'import, on aura une vidéo qui traitera de comment on peut importer des objets quand on fait de l'ECMAScript, du JavaScript pour browser. Il y a plusieurs façons de faire, mais soit on importe en tapant le mot-clé import le nom de notre librairie et puis from, et là on redonne le nom de la librairie. Ou bien parfois, lorsqu'on doit pas importer quelque chose directement, on va pas l'utiliser, on peut mettre import et directement le nom du package. Eh bien ici, c'est ce qu'on va faire. On va installer donc la librairie animate.css. npm install animate.css. On peut aller regarder package.json. Comme ça, on voit qu'on a ici une nouvelle librairie qui a été installée. Et pour l'utiliser, eh bien, il faut faire un import. Et import du nom de la librairie là où on veut l'utiliser. Et donc, le point d'entrée de notre programme, c'est index.js. Et donc là, on va rajouter une ligne. Alors ici, on voit que si on fait un import d'animate CSS, apparemment, il dit qu'il ne voit pas la librairie dans les project dependencies. On a un quick fix qui est proposé. C'est quand même étrange ici parce que il nous dit qu'on aurait pu faire npmi avec un S. Et donc, si je tape ça, on va voir si ça lui permet de mieux lister la dépendance. Je suis pas convaincu. On peut aller voir dans package.json. Il n'y a pas de différence ici. Donc, c'est étrange qu'il y ait ce message du linter. Il faudra que je creuse cet aspect-là. En attendant, on peut faire un quick fix et dire qu'il ne traite pas cette règle du linter de manière temporaire. Parce que, c'est pas l'objet de cette vidéo. Maintenant, on va redémarrer l'application, npm run, start ou npm start. Et est-ce qu'on va avoir le bounce? C'est ça toute la question. Et oui, on a bien eu le bounce d'abord du titre en haut. Et donc, on a l'application qui fait exactement la même chose que notre application classique, sauf que maintenant, on utilise des outils de développeurs modernes. Alors, un petit résumé des choses importantes on peut voir là-dedans. Le module bundler, il crée donc, qui est Webpack, il crée un bundle. C'est un paquet cadeau qui contient... ici, beaucoup de son qui a été lancé d'un coup. Désolé. Il crée un paquet cadeau avec toutes les choses qui touchent au code source de notre application.
Et aussi, il fait un lien vers tous les packages nécessaires à notre application. Par exemple, la librairie Animate.js dans ce cadre-ci. Tout ça est géré par bundle.js. Et les assets, on voit que il s'occupe aussi d'optimiser les assets en donnant des noms. Et voilà, tout ça est géré par Webpack. Comment ça se fait que tout ça est bien géré par Webpack? Eh bien, quand on reprend notre répertoire moderne ici, on voit qu'on a un fichier de config qui contient toute la configuration de Webpack pour notamment faire en sorte que notre application, il y a un browser qui s'ouvre et un serveur de fichiers qui tourne sur le port 8081. C'est pour ça que vous avez l'URL localhost 2.8080 pour accéder à votre application. Il y a tout un tas de modules qui sont configurés pour charger les images d'une certaine façon, charger le CSS d'une certaine façon. Tout ça, c'est dans le fichier Webpack config. Si un jour, vous devez essayer de tuner tout ça. Et puis, il y a un point d'entrée de notre programme pour tout ce qui est interactivité et import des assets, c'est index.js et index.html qui va contenir le corps de notre single page application, donc qui va contenir la structure de notre application web. Et donc, ça va être de l'HTML, le corps de l'HTML sera là-dedans. Pour terminer, on va parler de la notion de build avec Webpack. Ici, on développe une application, donc on ne génère pas de build. Il n'y a rien qui ait été généré dans le répertoire dist. Par contre, on peut créer des builds de développement ou de production. Je vais vous montrer comment on peut faire ça. Donc, si on reprend le projet sur lequel on travaille, eh bien, on peut ici taper différentes commandes dans package.json. On peut voir npm start, ça c'est pour lancer un serveur de développement où toutes les sources de notre programme vont être compilées et l'output sera directement chargé en mémoire dans le browser. Mais on peut aussi créer un build de développement dans un répertoire dist qui va se créer ici en tapant npm run dev. Quand on fait ça, eh bien, il crée le répertoire dist avec toutes nos sources qui sont impactées dans le bundle. Ici, les assets avec des nouveaux noms et puis un index.html. Pour exécuter cette application, on peut rentrer dans dist et on peut lancer un serveur qui va directement s'exécuter sur index.html en disant installe-moi localement et temporairement serve, qui est un package qui contient un serveur de fichiers statiques, et lance-le-moi. Et donc, il va trouver index.html normalement et lancer notre application. On peut voir que là, il va lancer sur le port 3000 et on a bien une application fonctionnelle là avec quelque chose qu'on pourrait déployer du coup sur le web, sur le cloud si on voulait passer en production. La différence ici, moi je vais fermer tous les... c'est que dans notre bundle, on voit qu'il n'est pas optimisé. Il y a des espaces ici, il y aurait même des commentaires si on a mis des commentaires dans notre code. Donc ce bundle, il n'est pas du tout compact. Si on veut générer un build de production plutôt et donc avoir quelque chose qui est optimisé pour le cloud et qu'on n'a pas besoin de donner de l'info type des commentaires à nos clients, à ceux qui se connectent à notre application, on peut taper npm run build.
D'où ça vient, hein, ce npm run build. Si on reprend package.json, on a npm run dev, qui est la commande qu'on venait taper, et maintenant on va taper npm run build pour faire un build prod. Et donc ici, le répertoire dist, son contenu, il va être entièrement réécrit. On voit qu'il y a des choses qui ont bougé là-dedans. J'aurais pu effacer le répertoire dist pour la démo. On voit qu'il n'y a rien qui est lancé automatiquement. Par contre, ici, le bundle, il est optimisé, en fait. Ici, il y a plus d'espace entre les choses. C'est un build prod, en fait. Et donc, de production, pardon. Et donc, si vous voulez vous amuser, vous pouvez taper npm run dev, regarder la taille de répertoire 10, npm run build, et regarder et comparer les différentes tailles. Et là, même chose, si on voulait lancer un serveur de fichiers statiques, on peut taper npxserve, et on aura donc notre application qui tournera sur le port 3000. Et voilà. Et donc, pour conclure, différentes façons de compiler et d'exécuter notre application. npm run dev pour créer un build de development. npm run build pour créer un build de production. Ça, c'est lorsqu'on passe à la phase de déploiement de notre application, lorsqu'on utilise un provider pour offrir notre application sur le web. Et puis, bien sûr, il y a aussi le npm run start, où là, on crée directement un build dans la mémoire vive du browser, et on a tous les avantages dans ce cas-là d'avoir du hot reload et d'autres avantages qu'ont besoin les développeurs. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses au niveau des outils de développement, de comment créer donc une application moderne à l'aide d'un module bundler qui va gérer les dépendances pour nous. Et tout ça va vraiment être intéressant. Plus on va installer des packages, plus on va avoir des applications qui vont grandir. Et donc, je vous dis à tout bientôt.